On est parti. C'est tout bon. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre cycle d'auditions dédié à la prostitution des mineurs et nous accueillons aujourd'hui madame Lénaïque Lebaille, commissaire divisionnaire chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, et monsieur Christophe Molmy, commissaire général et chef de la brigade de protection des mineurs, et je vous remercie à tous les deux d'être présents aujourd'hui. En préambule, je souhaite rappeler que depuis 2002, la prostitution des mineurs est interdite et ces derniers sont réputés comme des enfants en danger. Et à ce titre, ils relèvent de la protection du juge des enfants au titre de l'assistance éducative. Mais force est de constater que ce qui est, entre guillemets, le plus vieux métier du monde est aujourd'hui un piège pour les plus jeunes. Alors que le phénomène est d'ampleur, puisque les associations ont évoqué au moins 20 000 enfants et jeunes qui se livreraient à la prostitution, on ne peut que constater que l'application de la loi est insuffisante. Est-ce la glamourisation du phénomène ou le sentiment d'impunité des clients, sentiment d'impunité d'autant plus développé que le terme prostitution des mineurs est employé bien plus souvent que celui de pédocriminel. Mais rappelons-le, avoir des relations sexuelles avec un mineur reste et restera de la pédocriminalité. D'ailleurs, alors que les clients encourent pour un mineur de moins de 15 ans une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, et pour les moins de 15 ans, les clients encourent 150 000 € d'amende et 10 ans d'emprisonnement, je m'interroge sur le fait qu'on ne considère pas ces enfants en danger comme des victimes de viol. À votre avis, est-il nécessaire d'avoir une évolution des lois pour mieux pénaliser les clients et mieux lutter contre la prostitution des mineurs ? Nous constatons également 3 évolutions majeures dans ce phénomène de prostitution. Le premier concerne l'escalade de la prostitution entre mineurs, où le proxénète lui-même est un mineur. Faites-vous les mêmes constats et comment traitez-vous ces dossiers de proxénètes de mineurs ? Le deuxième concerne le numérique. 90% de la prostitution et des pratiques pré-prostitutionnelles en France passent aujourd'hui par Internet. L'arrivée du numérique a donc facilité à la fois le passage à l'acte et l'organisation de cette pratique. L'association ACPE a constaté que le numérique permet une initiation au système prostitutionnel en facilitant l'accès à certaines applications, ainsi qu'une exposition précoce à la pornographie. Ces comportements qui n'impliquent pas de contact physique restent pour autant des pratiques pouvant être associées à de la prostitution. Le numérique facilite également les rendez-vous avec les clients et rend plus complexe l'identification de ces 10 clients. Bien sûr, tout ça en augmentant les risques pour les jeunes mineurs. La diminution de la prostitution de rue rend également plus difficile le repérage des victimes et il est par ailleurs significatif à cet égard que vos missions prévoient la surveillance des plateformes hôtelières et des sites spécialisés. Quelle action mettez-vous en œuvre pour agir sur ces nouveaux usages et détecter les enfants en danger qui se livrent à ces comportements, mais également pour traduire en justice les clients qui passent par ces nouveaux, moyens numériques ? J'aimerais savoir s'il est également nécessaire d'avoir une évolution de la législation afin de tenir compte de nouvelles pratiques virtuelles sur Internet. Le troisième concerne l'aide sociale à l'enfance, où la vulnérabilité des jeunes présents dans ces établissements sont des cibles faciles pour des proxénètes, puisque ce sont des enfants qui sont souvent déjà victimes de violences sexuelles et qui ont des visions de leur corps tellement biaisées qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'abîment encore plus dans la prostitution. Travaillez-vous avec ces structures de protection de l'enfance et comment accompagnez-vous les jeunes et ces structures ? En conclusion, j'aimerais vous demander que manque-t-il pour accomplir au mieux vos missions de lutte contre la prostitution des mineurs ? Et plus généralement, comment, de votre point de vue, les forces de l'ordre, pouvons-nous envisager de mettre un frein à ces pratiques et de faire prendre conscience à la population générale de la teneur du phénomène et plus globalement de la protection de nos enfants ? Je vous laisse donc la parole à tous les deux pour un propos introductif et pour répondre à ma première question, puis nous passerons aux échanges. Je vous remercie. Lequel veut commencer ? Je vais commencer, si tu me permets. Je pense que ce qui est important pour débuter, c'est, vous le savez évidemment, c'est de bien faire la différence entre prostitution et proxénétisme. Étant entendu que la prostitution, c'est se livrer donc, à une activité sexuelle en vendant son corps, et le proxénétisme, c'est profiter de ça. En 2021, on a créé à la BPM, la Brigade de protection des mineurs, un groupe spécialisé dans la lutte contre le proxénétisme des mineurs. Alors après, il y a toujours un chiffre noir et il faut rester prudent, mais je voulais amener quelques chiffres à votre connaissance. Les associations en la matière parlent d'environ 15 000 prostituées mineures en France en temps réel, enfin, c'est ce que j'ai retenu.
peut-être un peu plus. On estime qu'il y en a probablement près de la moitié en région parisienne. En revanche, en termes de proxénétisme de mineurs, en 2013, nous avions pris 14 affaires, et en 2024, 99. Alors c'est beaucoup parce que c'est presque 10 fois plus en 10 ans, mais je souligne quand même que ça fait une centaine d'affaires, c'est 100 affaires de trop, mais ça fait une centaine d'affaires de proxénétisme de mineurs pour 15 000 prostituées. Ce que j'essaye de dire, c'est que, de mon point de vue, on a plus affaire en fait à un phénomène de société qu'à une organisation criminelle. On ne lutte pas aujourd'hui contre une organisation criminelle comme on a pu le connaître dans les décennies précédentes. Je me souviens, j'ai vu la fin d'un grand banditisme pour lequel le proxénétisme était l'un des piliers, des majeurs, hein, j'entends, mais était l'un des piliers. C'était très organisé. Vous parliez tout à l'heure de réseaux communautaires internationaux de prostitution, de proxénétisme qui existaient, qui se sont taris aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt face à un phénomène de société avec des mineurs qui, pour des raisons assez variées ont ces comportements. Alors, bon, ça fait un peu café du commerce, mais l'accès au porno très jeune, en transversal dans beaucoup de nos affaires, en dehors du proxénétisme, on constate ça dès la maternelle. Hein, donc, c'est assez inquiétant, qui, à mon avis, modifie le comportement sexuel des mineurs, qui banalise ensuite, alors par le biais de l'habitude de se filmer, ils ont des comportements, peut-être pas tous, mais en tout cas de ce qu'on voit, même si on voit le pire, ils ont des comportements assez inquiétants, ils banalisent le fait, et la prostitution est devenue acceptable. D'ailleurs, ces jeunes filles ne parlent pas de prostitution, elles parlent d'escorte. Pardonnez-moi, mais elles disent « moi je suis pas une pute, je suis une escorte », parce que c'est banalisé, parce que c'est accepté, parce que c'est glamour, parce que certaines de ces filles ont réussi dans la vie, donc c'est ancré, quoi. Les clients eux-mêmes, vous parliez tout à l'heure de prostitution entre mineurs, et en effet, beaucoup des clients sont eux-mêmes des mineurs, trouvent ça assez naturel. Peut-être qu'il y a 30-40 ans, aller voir une prostituée, on s'en vantait pas et on rasait les murs en sortant, mais aujourd'hui, moi j'ai vu des affaires dans lesquelles, sur un 31 décembre, les gamins invitent des escortes parce que ça fait bon teint et c'est sympa. Donc on est plutôt, et les chiffres ont l'air de le constater, on est plutôt face à un phénomène de société, alors certes avec des proxénètes hein, quand même, hein. On a des affaires de proxénétisme, mais dans lesquelles d'ailleurs ces proxénètes sont très jeunes, ont rarement plus de 25 ans, il arrive que ce soit des jeunes filles aussi, et même si c'est répréhensible et même si c'est affreux, on est malgré tout plutôt dans des arrangements entre gamins que dans une réelle contrainte, et en tout cas pas rarement une contrainte ab initio, même si chemin faisant dans leur rapport parfois ça se dégrade, mais j'ai vu peu d'affaires, même si elles nous échappent peut-être, mais j'ai vu peu d'affaires dans lesquelles les jeunes filles résolument dès le début étaient forcées de se prostituer et sous la contrainte elles continuaient. C'est pas tout à fait le schéma. Donc moi je pense qu'on est plutôt face à un phénomène de société aggravé, alors même si la police judiciaire ne traite que du proxénétisme, mais pour avoir discuté avec les collègues de commissariat qui traitent de l'usage de la prostitution, donc des clients, et on le voit aussi dans nos affaires, tout ça c'est aggravé par le fait que tout est dématérialisé. Si vous voulez, auparavant, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, la prostitution se matérialisait par un coin de trottoir, par un coin d'un bois, par un territoire, qui d'ailleurs était parfois disputé. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet. On a une ubérisation, pour avoir des termes journalistiques, sans que vous avez des clients qui commandent une jeune fille qui vient la voir comme ils commandent un sandwich ou ils s'achètent quelque chose sur Amazon. Donc, tout est dématérialisé. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas réellement, pour les mineurs, en tout cas, ou très peu, d'organisations criminelles structurées. Tout est dans l'air parce que c'est dématérialisé. Donc, en réalité, on a assez peu connaissance du nombre de prostituées à proprement dit. Et on ne se rend pas compte non plus des clients, puisque tout ça, c'est transparent. Voilà. Donc c'est difficile pour nous de lutter contre ce phénomène, pour la police en général. Et en plus, je parle sous le contrôle de ma collègue qui est plus avisée pour les majeurs, bien sûr, mais pour les mineurs, vous n'avez aucune annonce avec une annonce affichant le fait qu'il s'agit d'une mineure. Jamais. On pense que quand une annonce précise que la jeune fille a 18-19 ans, la majorité du temps elle est mineure, mais on n'en a pas la certitude. Pardonnez-moi. Ce qui fait d'ailleurs que le travail d'initiative sur les mineurs est plus complexe, parce qu'on peut toujours aller à la pêche en travaillant sur des annonces de majeurs
ça peut se faire hein, en essayant de gratter un peu pour voir si derrière il y a des proxénètes, mais on ne sait même pas qu'il s'agit de mineurs en général. Donc tout ça, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc voilà, on est face à quelque chose d'assez difficile à appréhender. Alors vous parliez tout à l'heure de solutions. Alors ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire. Hein. Je ne voudrais pas vous choquer, mais et je vais aller tout au bout de mon propos. Mais moi, je me demande maintenant si, alors que la prostitution des mineurs est interdite mais n'est pas réprimée, s'il ne serait pas avisé de la réprimer. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, que ça reste des victimes, ces jeunes filles, il ne s'agit pas de leur taper dessus, mais d'expérience, et pour en avoir passé pas mal au service, on est face à des jeunes filles qui ne réalisent même pas que ce qu'elles font est mal, qui n'ont aucune conscience que c'est pas bien, qui d'ailleurs, en règle générale, sur les affaires de proxénétisme, disparaissent en cours de procédure, nous laissent nous débrouiller avec les proxénètes et ne reparaissent même pas pour les auditions et pour la suite du dossier, quand elles ne vont pas les défendre au tribunal. Donc pour elles, c'est pas si grave. Elles comprennent rarement pourquoi on leur pose des questions là-dessus. On travaille aussi sur les fugueuses, et ce faisant, on a pas mal de fugueuses qui survivent un peu grâce à ça. Mais elles ont du mal à comprendre. Et je pense sincèrement que une sanction symbolique, je parle d'une sanction pécuniaire, hein, et même si elle ne rapporte pas vraiment d'argent, c'est pas le sujet, mais serait peut-être de nature à leur ouvrir un peu l'esprit. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, elles ne comprennent pas. Elles nous envoient bouler en disant, mais en clair, je fais ce que je veux de mon corps. C'est pas si mal en plus, je vous le redis, pour elles, c'est pas si grave. Et voilà. Et donc on est face à une vraie inquiétude d'un point de vue social, plus que juridique ou pénal. Voilà. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, merci pour cette invitation. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la mauvaise qualité de ma voix due à une petite maladie hivernale. En quelques mots, je voulais vous expliquer quel est le rôle de l'Office central que je dirige, qui est donc un service central de police judiciaire rattaché à la Direction générale de la police nationale, mais qui a pour mission de coordonner la lutte des forces de sécurité intérieure sur la question de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, ou plus précisément à des fins d'exploitation prostitutionnelle, pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire aussi bien police et gendarmerie nationale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça signifie que ce service, comme tous les offices centraux, a deux grands types de missions. Des missions opérationnelles qui consistent à traiter des dossiers. Donc ça, c'est une mission assez classique de la police judiciaire, avec la spécificité du travail des offices centraux qui est de travailler sur des dossiers plutôt d'envergure, d'une grande complexité, et donc généralement des affaires d'ampleur à minima régionale, voire nationale et internationale. Pour cette raison, les dossiers qui sont traités dans ce service portent quand même plutôt sur de la prostitution impliquant des victimes majeures, puisque on a quasiment aujourd'hui aucune victime mineure exploitée par des réseaux d'origine étrangère. Mais un nouveau groupe a été créé fin 2023 pour justement essayer aussi de développer des nouvelles techniques d'enquête, notamment en ligne, pour mieux peut-être développer des capacités d'initiative, puisque, comme l'a dit mon collègue, les affaires notamment sur le proxénétisme de mineurs sont particulièrement difficiles à détecter d'initiative, et donc on a initié un certain nombre de techniques pour essayer d'initier ce type de dossier, avec difficulté, il faut le dire. Mais en tout cas, c'est un groupe qui travaille aussi, du coup, ponctuellement sur des affaires impliquant des victimes mineures françaises, et j'y reviendrai. Et la spécificité de ce service, c'est d'avoir également des missions stratégiques qui sont liées à cette mission de coordination de la lutte par les forces de l'ordre, de lutte contre la traite à des fins d'exploitation sexuelle et le proxénétisme. Donc effectivement, nous travaillons sur des infractions pénales et pas sur la prostitution en tant que telle, comme l'a rappelé également monsieur Molmy.
Et donc, dans ce cadre, l'Office est considéré comme chef de file de cette lutte. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous centralisons l'information sur les affaires qui sont traitées par les services d'enquête français, police et gendarmerie sur l'ensemble du territoire, afin d'en faire des statistiques, une analyse, de détecter les tendances, de produire annuellement ce qu'on appelle un état de la menace. Et évidemment, dans le but d'améliorer la lutte contre ces formes de criminalité par le biais, d'une part, de la production d'un plan, de lutte, un plan répressif de lutte contre ces formes de criminalité qui a été lancé par l'Office l'année dernière pour la première fois de façon vraiment formelle et qui se veut la déclinaison opérationnelle des initiatives gouvernementales. D'une part, le 3e plan de lutte contre la traite des êtres humains qui a été lancé en décembre 2023 par le gouvernement et qui est notamment piloté par la MIPROF. Et d'autre part, la stratégie de lutte contre le système prostitutionnel lancée en mai 2024. Et ce sont des plans auxquels nous avons participé dans leur élaboration, mais nous participons également au comité de suivi de ces plans. Donc un plan répressif qui se veut la déclinaison opérationnelle pour ce qui concerne le champ de compétences des forces de sécurité intérieure, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez, avec pour objectif donc d'améliorer la lutte contre ces formes de criminalité. Et dans les missions stratégiques de l'Office, il y a aussi l'appui aux services territoriaux et la production de moyens, d'outils d'aide à l'enquête pour les enquêteurs, puisque ce qu'il faut savoir sur cette forme de criminalité, c'est qu'il y a en réalité assez peu de services spécialisés qui traitent aujourd'hui de la question du proxénétisme en France. Donc l'Office est un service spécialisé, mais nous sommes moins de 40 avec, comme je le disais, un gros volet de missions stratégiques. Donc ça signifie en réalité une vingtaine d'enquêteurs. Le plus gros service spécialisé en la matière est la brigade de protection des mineurs de la DRPJ de Paris. Et sur le territoire, il y a une dizaine de groupes d'enquête spécialisés dans cette thématique. Et donc, ces dossiers sont généralement traités par des groupes d'enquête qui traitent d'atteinte aux personnes de façon plus générale, avec des enquêteurs qui ne sont pas toujours spécifiquement formés à la question du proxénétisme. Donc c'est aussi le rôle de l'Office de produire des supports d'aide à l'enquête à destination de ces enquêteurs et de développer également des formations. Donc nous proposons également des stages sur ces thématiques. Et volet qui sort un peu du propos d'aujourd'hui, l'Office est également le point de contact français pour la coopération policière en matière de traite et de proxénétisme. Donc voilà pour les missions du service, pour reposer un petit peu le cadre et expliquer du coup d'où vont venir les propos que je vais vous tenir sur le phénomène. Donc, comme je vous le disais, nous produisons chaque année un état de la menace sur la base des affaires qui sont traitées par les services d'enquête. Donc, évidemment, les chiffres que je peux vous donner ou les tendances que je peux vous présenter sont celles qui ressortent de ces affaires et qui sont du coup forcément en lien avec un prisme particulier qui est celui de l'approche policière et des affaires qui viennent à nous. Si quelques affaires d'initiative sont ponctuellement traitées par les services de police, évidemment, la plupart des affaires traitées nous sont, entre guillemets, amenées par différents moyens et des dépôts de plainte, des signalements des proches des institutions partenaires, etc. etc. En ce qui concerne l'exploitation des mineurs à des fins prostitutionnelles, ou plutôt pour repartir de l'état de la menace globale en matière de proxénétisme et de traite à des fins d'exploitation sexuelle, donc l'OCRET est compétent pour l'ensemble de ces phénomènes, que les victimes soient majeures ou mineures. Et je le précise notamment parce qu'avec la création de l'Office mineur, des questions ont pu surgir sur ce sujet. On a 3 grandes tendances qui sont relevées depuis quelques années, et notamment avec une mutation importante depuis la crise sanitaire. Une tendance qui est générale et qui
qui irrigue en réalité toutes les formes de traités de proxénétisme, quel que soit le type d'organisation, le type de proxénète qui les mettent en œuvre. C'est la mutation de cette exploitation sexuelle avec une prostitution qui est passée de la voie publique à une prostitution dite logée, c'est-à-dire essentiellement en milieu fermé, appartements, logements loués pour une courte durée ou hôtels notamment. Et donc aujourd'hui, on a moins de 10% des enquêtes traitées par les services de police ou de gendarmerie qui portent sur des affaires où les victimes étaient exploitées sur la voie publique. Donc effectivement, plus de 90% en milieu fermé. C'est valable à la fois pour les victimes mineures et majeures. Et donc ça signifie qu'on a une véritable digitalisation de l'ensemble des étapes de l'exploitation sexuelle, que ce soit le recrutement, la mise en ligne de l'offre prostitutionnelle, la mise en relation avec le client, parfois pilotée par les proxénètes, et ensuite la location ou la mise à disposition d'un lieu pour pratiquer la prostitution, le transport des victimes, et même une forme de réel contrôle numérique qui est exercé par les proxénètes sur les victimes. Donc ça, c'est une tendance générale qui irrigue toutes les formes de traite. Dans la partie, pour vous dire, en fait, à peu près la moitié des dossiers traités par les services de police et de gendarmerie ces dernières années portaient sur des affaires en lien avec des filières internationales. Et la deuxième moitié de ces dossiers portent sur ce que maintenant on appelle proxénétisme de proximité, plutôt que proxénétisme de cité, les phénomènes ayant un peu évolué. Et donc, dans ce phénomène du proxénétisme de proximité, c'est là qu'on retrouve la quasi-totalité des victimes mineures identifiées par les services de police dans des affaires de proxénétisme. Et ces victimes mineures sont quasiment toutes françaises. Donc ce proxénétisme de proximité, donc comme je le disais, c'est la moitié des affaires qui sont traitées par les services d'enquête aujourd'hui. Au sein de cette moitié de dossiers, on a une moitié qui porte sur des victimes majeures, mais ce sont toujours de jeunes majeurs, et l'autre moitié qui porte sur des victimes mineures. Ce qui donne en fait, on identifie ces dernières années autour de 1000 victimes dans les affaires traitées par les services d'enquête. Donc autour de 250 victimes mineures qui sont identifiées dans des affaires qui sont traitées par les services de police et de gendarmerie. Évidemment, on est très loin des chiffres qui sont avancés en termes de prostitution ou de mineurs en situation de prostitution, mais comme vous l'a expliqué mon collègue, il y a effectivement, d'une part, on n'identifie pas toutes les victimes exploitées, et d'autre part, des modes opératoires très variables. En ce qui concerne le profil de ces victimes et de ces auteurs, effectivement, dans le proxénétisme de proximité, on a affaire à ce que nous, on appelle quand même des structures criminelles, mais qui sont de toute petite envergure. Ça n'a rien à voir avec les structures qu'on identifie dans les affaires en lien avec les filières étrangères. On est sur, en général, des proxénètes qui peuvent être seuls ou à quelques-uns. Ce sont des structures criminelles très mouvantes, des alliances d'opportunités entre des proxénètes, entre des logisticiens, ou avec des logisticiens plutôt. On a des modes opératoires très variables également qui vont faire entrer, qui vont permettre de contraindre les victimes mineures à se retrouver en situation de prostitution. Une grande majorité des victimes mineures ont effectivement fait l'objet par le passé de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, même si aujourd'hui on constate dans les dossiers qu'il y a aussi, il y a clairement des victimes qui sont issues de tous les milieux sociaux, et que clairement aujourd'hui ce basculement dans la prostitution peut arriver à n'importe qui, avec des mécanismes qui sont mis en œuvre avec une forme d'emprise parfois très progressive qui peut être installée par les proxénètes. Clairement,
l'utilisation ou l'usage massif des réseaux sociaux et du numérique est un facteur facilitant. Dans un contexte de glamorisation de la prostitution, comme ça l'a été dit, d'hypersexualisation des corps, de conception aussi peut-être un peu nouvelle ou différente de la question de la marchandisation des corps et du rapport au corps de façon générale. Des victimes qui, surtout si elles faisaient l'objet de vulnérabilité antérieure, peuvent voir la prostitution comme un moyen de reprendre une forme de contrôle sur leur corps ou sur leur vie. Et une vraie difficulté pour les services d'enquête de travailler sur ces dossiers où, du coup, les victimes ne se considèrent généralement pas comme victimes, pour tout un tas de raisons, et qui, en termes de prise de conscience, ont besoin de beaucoup de temps avant de se rendre compte de la situation dans laquelle elles se trouvent, de l'emprise dans laquelle elles peuvent également se trouver dans un certain nombre de dossiers. Concernant le profil des proxénètes, cela vous a été également indiqué. La plupart des proxénètes dans ces dossiers sont des proxénètes jeunes majeurs, voire mineurs, effectivement, de plus en plus, et qui sont souvent déjà connus des services de police pour des faits de délinquance de voie publique, voire de trafic de stupéfiants, à petite échelle dans les organisations en question. Mais clairement, il y a une forme d'opportunité dans le fait de se tourner vers le proxénétisme. C'est beaucoup plus facile à organiser, c'est beaucoup moins... ça paraît en tout cas moins risqué pour tout un tas de raisons. Et c'est beaucoup plus discret en réalité grâce à l'usage du numérique. Et puis évidemment, dans le proxénétisme, vous n'avez pas besoin d'une mise de départ pour acheter de la marchandise, vous n'avez pas de problématique de logistique, de stockage, etc. etc. Donc c'est plus simple à organiser. Et il suffit, en résumé, de louer un appartement sur une plateforme en ligne, de trouver quelques jeunes filles qui ont l'impression d'être d'accord pour être exploitées, puisqu'elles ne se rendent pas, encore une fois, compte qu'elles le sont, et de diffuser quelques messages sur Internet. C'est assez simple à organiser. Voilà, on pourra rentrer un peu plus dans les détails si vous le souhaitez. Je voulais juste dire quelques mots en conclusion de mon propos introductif sur le plan de l'Office lancé au mois de juin dernier, dont les travaux sont actuellement en cours pour un certain nombre des mesures qui ont été proposées. Enfin, ce plan il a été largement travaillé avec tous nos partenaires institutionnels mais aussi associatifs. Il a 6 objectifs, et parmi lesquels notamment la question de la promotion des partenariats, la question de l'amélioration de la prise en charge des victimes, et l'objectif de faire diminuer la demande, puisque nous avons parfaitement conscience qu'il y a une certaine marge de manœuvre marge de progression dans la question de la poursuite des clients. C'est aujourd'hui le recours au numérique rend les victimes beaucoup plus invisibles, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, beaucoup plus invisibles pour la population, pour les associations, pour les forces de sécurité intérieure, pour aussi d'ailleurs le voisinage, notamment quand le lieu de prostitution change régulièrement pour éviter justement que les voisins ne soient trop vigilants. Et évidemment, il se pose la question de l'identification également des clients qui était en réalité plus simple quand la prostitution avait lieu sur la voie publique, dans des lieux qui étaient connus des services des forces de l'ordre. Aujourd'hui, travailler sur les clients, ça signifie que la charge en revient beaucoup plus largement aux services d'enquête qui sont déjà largement impactés par la lutte contre le proxénétisme. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce sujet. Concernant la prise en charge des victimes, vous avez notamment soulevé la question
de nos pratiques, du travail qu'on pourrait mettre en œuvre avec d'autres partenaires. L'Office a initié pour ce qui concerne la prise en charge des victimes majeures un partenariat avec un réseau qui s'appelle Accès, qui met en lien un certain nombre d'associations ou de structures spécialisées dans la prise en charge de victimes de traite des êtres humains, mais uniquement aux majeurs. Aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec l'association Coup de chat, qui est en train de monter un réseau équivalent qui s'appelle Satouk, financé par notamment des subventions de la Direction générale de la cohésion sociale. Et l'objectif, c'est d'associer les forces de sécurité intérieure à la conception et à la mise en œuvre de ce réseau pour essayer de favoriser les interactions et le partenariat entre les forces de l'ordre, les services d'enquête et les associations spécialisées qui prennent en charge les victimes mineures. Ce qui a été mis en place par l'Office concernant les majeurs et qu'on va essayer de disséminer, parce que ça nous paraît une bonne pratique, même si dans les faits c'est assez compliqué parfois à mettre en œuvre concrètement, c'est de faire en sorte qu'on ait l'assistance de personnes d'associations spécialisées lors de l'audition des victimes, à condition que les victimes acceptent déjà d'être entendues. C'est vrai que nous, on le met en œuvre notamment dans les dossiers où on identifie des points de prostitution dans lesquels on se rend pour procéder à des perquisitions en simultané des opérations d'interpellation. Et dans ces cas-là, quand on entend les victimes qu'on a découvertes dans ces lieux de prostitution, on se fait accompagner par des membres d'associations spécialisées pour, d'une part, avoir un autre regard que celui de la police, une autre approche aussi, parce qu'elles acceptent parfois de parler à quelqu'un d'autre que nous, et aussi pour avoir un accompagnement avant et surtout après. Évidemment, pour les mineurs, c'est un peu différent parce qu'on ne laisse pas les mineurs repartir dans la nature après les auditions. Donc, de toute façon, il y a un cadre qui est un peu différent. Mais il y a un certain nombre aussi de bonnes pratiques de ce type qui se sont développées, notamment quand dans les services territoriaux, vous avez des groupes spécialisés et qui entretiennent du coup des relations privilégiées avec certaines associations. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe, même si c'est parfois difficile de mettre ça en œuvre de façon systématique. Et enfin, effectivement, nous avons constaté parfois des liens entre des pratiques virtuelles et la question de la prostitution, le camming étant notamment souvent un point d'entrée vers ensuite de l'exploitation physique ou des relations physiques, avec cette difficulté juridique qui ne permet pas aujourd'hui de considérer les pratiques virtuelles comme de la prostitution. Alors, dans l'approche par rapport aux victimes mineures, il y a moins de difficultés parce qu'il y a d'autres infractions qui permettent de poursuivre ces faits, mais c'est quand même un sujet aujourd'hui, notamment par rapport aux victimes majeures, puisque la pratique du camming n'étant pas considérée comme de la prostitution, son exploitation ne peut pas non plus être considérée comme du proxénétisme. Et quand vous dites on peut les considérer, on peut pour les mineurs faire par autrement, c'est par quoi du coup? Alors il faudrait que je vous retrouve les motifs infractionnels précis, mais du coup on n'est pas du coup sur du proxénétisme, hein, c'est les pratiques sexuelles en ligne par des mineurs sont de toute façon interdites. Ok, très bien, merci beaucoup, chers collègues. S'il y en a qui veulent intervenir, vas-y. Merci pour vos propos. Excusez-moi. Je réfléchissais en même temps que vous nous énonciez tout ça, parce qu'en fait, on se constate qu'il y a une espèce de mise en œuvre dissimulée qui passe sous les radars, puisque c'est effectivement via les réseaux sociaux, des méthodes en fait un peu particulières, effectivement, sur la mise en lien, le logement utilisé.
en lien avec une banalisation de la sexualité. Est-ce qu'on a une idée sur la durée d'activité, entre guillemets, de ces jeunes qui peuvent avoir effectivement l'opportunité de basculer dans la prostitution, plus ou moins en se reconnaissant pas effectivement comme victime? Et est-ce qu'on a aussi une idée de la bascule de la victime pour devenir un auteur secondairement et devenir proxénète soi-même? Et puis, est-ce qu'on a de temps en temps quand même des plaintes qui arrivent ou pas, qui sont une espèce de possibilité d'accroche, je dirais, ou de signalement? Parce qu'il me semble avoir vu il n'y a pas longtemps des voisins qui avaient signalé des passages fréquents dans un logement loué par Airbnb, entre autres. Donc, est-ce qu'on a des moyens d'accroche pour repérer plus précocement ces jeunes et arriver à les sortir de ce secteur-là, en sachant qu'effectivement, c'est plus difficile quand on ne se sent pas victime? Merci, Monsieur Masséglia. Pour l'âge des victimes. Je dis, ça vous embête pas. Non. On fait plusieurs questions. Il va falloir noter alors parce que ça. Alors, non, mais alors, ok, on va faire autrement. Je dis qu'on n'est pas nombreux. C'est pour ne pas en perdre en cours de route. Hein, allez-y, alors. Et après, pour l'âge des victimes, si vous voulez, ça va. Alors, la plus jeune qu'on ait vue, c'est 11 ans, hein, mais c'était anecdotique. La fourchette la plus fréquente, c'est entre 14 et 17 ans. Voilà. La deuxième question, c'était de quelle manière on bascule dans... Mais en fait, ça se fait naturellement souvent, parce que je vous le répète, on n'est pas dans des organisations criminelles à proprement dit, donc c'est plutôt des filles qui rendent service du coup à d'autres filles parce qu'elles sont plus âgées ou qui conseillent d'autres. Derrière ça, moi je reviens peut-être un peu à mon propos liminaire, mais j'ai l'impression qu'on prend conscience d'un phénomène et qu'on cristallise sur le proxénétisme, qui est une des causes les plus graves de la prostitution, mais c'est epsilon par rapport au phénomène. Et ça n'engage encore une fois que moi, ce que je vais vous dire, mais je trouve que la prostitution, au final, maintenant, c'est un effet, mais c'est pas la cause. Derrière ça, je pense qu'il faudrait s'interroger sur les causes. Encore une fois, en transversal, on prend 2000 affaires par an à la BPM à peu près, dont 100 proxénétisme. Le reste, c'est tout ce que vous pouvez imaginer en intrafamilial ou entre mineurs. Mais ce qu'on remarque quand même de manière transversale dans toutes ces affaires, c'est la consommation de porno, la libération des corps, effectivement. J'ai l'air d'un vieux con en disant ça, mais l'insouciance qu'ont ces mineurs par rapport à la sexualité, qui commence très jeune. On a une quinzaine d'affaires en maternelle de comportement sexuel en maternelle par an. Hein. Donc, par an, hein, mais c'est quand même symptomatique. Hein. Donc je pense que le problème, vous voyez ce que je veux dire, on déplace un peu le problème. Le problème est ailleurs, à mon avis. Il est sur un accès, encore une fois, au porno qui leur pollue l'esprit, parce que ça se voit dans beaucoup d'affaires, qui libère un peu tout ça, des comportements sexuels qui sont poussés par tout ce phénomène, des gamines qui se sentent forcées pour être intégrées ou pour être dans le move, à coucher, à se filmer, à se prendre en photo, etc. Et c'est ça qui les amène doucement à considérer naturel de se prostituer, parce qu'au final, ça ne vient pas du jour au lendemain. Je veux dire, c'est pas une oie blanche qui fait ses devoirs et qui le lendemain se prostitue. Ça c'est dans les feuilletons sur M6, mais c'est pas avec un lover boy. J'ai vu ça m'a fait rire. C'est pas comme ça que ça se passe. Ces gamines grandissent avec ça, elles banalisent le truc, et puis un jour elles se disent bon, et puis pourquoi pas gagner un peu d'argent au passage. Parce qu'une copine le fait aussi. Derrière ça, vous avez aussi une société, on enfonce des portes ouvertes encore, mais très mercantile. Alors, elles veulent s'acheter des Louboutins, elles veulent s'acheter un sac à main. Ça compte aussi, hein, parce qu'elles les exhibent sur les réseaux sociaux. Je vous disais tout à l'heure que ça a commencé à monter en 2013, parce qu'en 2013, c'est le début des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la plaque tournante de tout ça, quoi. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Hein. Là, on est en train de parler. Alors le proxénétisme, c'est une cause un effet les plus graves d'un autre effet qui est ancré ailleurs. Voilà. Donc je ne voulais pas vous choquer tout à l'heure en parlant de répression symbolique, mais il y a surtout un problème de prévention à faire, hein, je pense. Hein. Ça m'échappe, moi, hein, mais on est au cœur de ça. Voilà.
Donc, pour revenir à votre question, ces gamines entre elles discutent, disent mais comment je fais, t'inquiète pas, je vais t'aider. Tiens, je trouve pas de piole, je peux te passer les clés. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Pardonnez-moi votre troisième question, parce que je m'y perds. Oui, ça arrive. Ça arrive en effet. On a des signalements. Alors souvent, les affaires nous arrivent plus souvent parce qu'on a les parents ou les grands-parents souvent qui sentent que quelque chose ne va pas et nous alertent. Voilà, ça arrive beaucoup. Ou des copines qui trouvent que leur copine quand même part de travers et prévient la police. Et effectivement, des voisins qui parfois se rendent compte qu'une location Airbnb, pour ne pas les citer, est dévoyée, ou un responsable d'un hôtel de périurbain se rend compte qu'il y a du passage. Mais ne perdez pas de vue qu'une grosse partie de ces affaires, nous on le voit dans nos dossiers, se fait chez les clients. La Covid a changé ça aussi. Parce qu'ils se sont adaptés, il n'y avait plus d'hôtel, donc ils sont allés chez les clients. Et maintenant, on a pas mal d'affaires où les filles vont chez les clients. Donc là, il y a matériellement, le seul besoin qu'elles aient, c'est d'un portable. Des photos d'elles en maillot de bain, un portable, et voilà, c'est parti. Il n'y a pas d'autre organisation en réalité, quoi. Merci. Merci Madame la Présidente. Vous abordez le sujet du numérique. Je serai toujours avec vous. Je considère qu'aujourd'hui, le politique n'a pas suffisamment pris en compte l'évolution du numérique dans notre société, sur les relations humaines, sur l'économie, sur tout en fait. Une fois que j'ai eu ce propos, vous avez abordé plusieurs éléments. Dans ce premier temps, le fait que c'est plus maintenant réellement des réseaux, c'est vraiment des petites entités, et c'est toujours plus facile de détecter les petites entités que les réseaux. Et une fois qu'on les a détectés, il y en a tellement que c'est un travail qui est important et qui est de fourmi. Vous l'avez dit aussi qu'une des missions qui est la vôtre, c'est d'aller chercher à détecter, à découvrir les réseaux pour pouvoir apporter des réponses. Et mes questions, elles seront dans ce sens-là. Aujourd'hui, est-ce que le cadre législatif tel qu'il existe vous permet de pouvoir mettre en œuvre une détection efficace des réseaux ? Est-ce que le cadre législatif qui existe au travers éventuellement des bases de données, est-ce que, par exemple, pour parler de Airbnb, pour ne pas les citer, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous les contactez, ils vous transmettent les éléments vous permettant de pouvoir faire des enquêtes rapides? Est-ce que vous pouvez aussi rapidement bénéficier de l'accès au téléphone portable des personnes que vous ciblez? Voilà. Est-ce qu'au niveau des bases de données, qui sont, j'imagine, une donnée très importante dans vos enquêtes, il n'y a pas une régulation ou des blocages qui vous permettent de ne pas aller aussi vite et aussi efficacement que vous le souhaitez? Merci à vous. Je ne vais pas monopoliser, mais oui, en effet, on a des difficultés, alors avec pas toutes, mais avec certaines entités qui ne répondent pas. En général, c'est des boîtes qui sont à l'étranger, notamment pour ce qui concerne Internet. Les opérateurs de téléphonie mobile en France répondent. Mais on a des plateformes qui sont à l'étranger, qui répondent plus difficilement. On a un problème de conservation de données aussi, parce qu'elles sont assez volatiles. Donc parfois on nous répond que les données n'ont pas été conservées et qu'on ne peut pas y avoir accès. Alors, dans l'ensemble, on a à peu près ce qu'on demande, mais c'est vrai qu'on a cette difficulté liée à l'extraterritorialité des enquêtes et à la conservation des données. Désolé, je vais plus loin. Sur certaines thématiques, je pense au FNAG, il y a des fichiers qui existent et que la police peut utiliser au cas par cas. Est-ce que selon vous, demain, il faudrait développer des fichiers, des éléments vous permettant de venir piocher dedans en fonction de vos besoins plutôt que d'en faire une requête, c'est-à-dire plutôt d'avoir une information déjà à disposition qu'aller chercher au cas par cas? Et si oui, quel type de fichier auriez-vous besoin? Ça, c'est une décision politique, parce que ce sont des fichiers nominatifs pour beaucoup. Et on n'a pas le droit aujourd'hui d'avoir conservation des fichiers nominatifs. Donc oui, ça nous aiderait. Mais honnêtement, je pense que en particulier le proxénétisme des mineurs, ça ne serait pas si important que ça. Parce qu'il y a un gros turnover de ces jeunes filles. Par définition, ça ne dure que leur minorité. Je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose. La conservation des données, en revanche, de téléphonie mobile et sa concentration pourrait être intéressante pour des comparaisons, effets de comparaison sur les dossiers, quoi. Oui, ça pourrait être pas mal. Mais c'est pas réellement de ça dont on a le plus besoin, je pense. Pardon.
Sur ces sujets, effectivement, il y a un vrai problème aujourd'hui de législation et de cadre juridique pour utiliser certaines bases de données, pour pouvoir travailler, par exemple, de la donnée collectée massivement en ligne. Quand on parle d'open source intelligence, par exemple, enfin de recherche en source ouverte d'un certain nombre d'outils qui pourraient être particulièrement utiles aux forces de sécurité intérieure pour repérer ce qui se passe ce qui se passe en ligne, pour faire du recoupement. On a des cadres juridiques qui sont aujourd'hui complètement désuets, puisqu'on peut travailler que sur la base des logiciels de rapprochement judiciaire qui ont qui est un cadre assez restrictif, en fait. Donc, il y a clairement il y a une réflexion en cours sur ces sujets, mais clairement, aujourd'hui, on est dépassé. On n'est pas aidé, en tout cas, par les cadres juridiques qui sont aujourd'hui dépassés par rapport aux nouveaux usages du numérique et donc aux outils qu'il faudrait qu'on puisse utiliser et qui sont difficiles à mettre en œuvre par les forces de sécurité intérieure, notamment quand on veut faire du recoupement de données en masse. Il y a aussi un sujet sur les dernières restrictions, notamment jurisprudentielles, en matière d'accès aux données de géolocalisation téléphonique, dont l'usage ou l'accès aujourd'hui est beaucoup plus restreint et doit être beaucoup plus compliqué à obtenir et qui nécessite beaucoup plus de justification que ça n'était le cas jusqu'à il y a quelques années. Effectivement, il y a une question aussi de conservation des données. Ces données sont conservées par les opérateurs en France, en tout cas pendant 1 an, alors que parfois, alors ça dépasse un peu le cadre du type de dossier dont on parle, mais on est parfois amené à travailler sur des dossiers beaucoup plus anciens, dans lesquels, évidemment, les données ne sont plus accessibles au moment où on ouvre nos enquêtes. Donc, il y a aussi un sujet là-dessus. Par rapport aux opérateurs qui permettent notamment la location ou la mise à disposition de logements pour une courte durée, par exemple, comme vous le citiez, ils sont plusieurs à être particulièrement présents sur le territoire national et ils sont pour les principaux effectivement installés à l'étranger, avec des vraies difficultés là aussi juridiques, puisque alors, la réglementation devrait évoluer avec la mise en œuvre en France, enfin, la transposition de la directive y évidence dans les prochaines années, mais pour l'instant, ils ne sont juridiquement pas obligés de répondre à nos réquisitions. Ils doivent être sollicités par le biais d'une demande d'enquête européenne pour ceux qui sont installés en Europe ou par le biais d'une demande d'enquête pénale internationale, d'entrée d'un pénal international pour ceux qui sont installés hors de l'Union européenne, ce qui évidemment ne facilite pas nos enquêtes et ne raccourcit absolument pas les délais, évidemment, puisqu'il faut passer par l'autorité judiciaire d'un côté puis de l'autre et que ce soit mis en œuvre par un service d'enquête local. Donc clairement, sur ces sujets, il y a une vraie difficulté juridique aujourd'hui pour pouvoir accéder à ces données de façon rapide, eu égard à l'évolution et aux modes opératoires de ces organisations, effectivement, qui vont utiliser le système ou qui ont parfaitement connaissance des limites auxquelles nous sommes confrontés et qui vont régulièrement faire bouger les victimes d'un logement à un autre. C'est plus particulièrement vrai quand même pour les filières internationales, mais dans les dossiers de proxénétisme de mineurs, on le voit aussi. On a parfois des victimes qui changent de logement toutes les semaines, donc évidemment, il faut une réactivité importante. Sophie Mette. Fonctionner, ça y est, merci. Alors moi je vais faire un pas de côté parce que vous avez parlé beaucoup de prostitution et de proxénétisme, mais dans l'intitulé de votre service, on parle de traite des êtres vivants, des êtres humains, pardon. Je voulais savoir, est-ce que ça comporte aussi un type d'esclavage? Est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous avez ce genre de dossier dans vos services ou ça n'est plus dans les radars, ça a pu exister auparavant? Est-ce qu'aujourd'hui ça existe?
Pour ce qui concerne l'Office central, en fait, je ne vous ai pas parlé du tout de ces sujets-là, d'une part parce qu'effectivement, ce n'était pas l'objet de cette audition, mais surtout, en ce qui concerne les services centraux, la question de la traite des êtres humains est répartie entre plusieurs services. Le service que je dirige porte bien et mal son nom, puisque sous l'intitulé Office pour la répression de la traite des êtres humains, nous ne sommes en réalité compétents que pour la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Et donc, nous ne traitons pas des dossiers de traite par le travail ou de tout ce qui est contrainte à commettre des délits. Et je laisserai la parole ensuite à mon collègue sur ces sujets. Il y a d'autres offices centraux qui sont compétents pour d'autres formes de traite, et notamment l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui traite par le travail. Ils ont... Je ne vais pas trop m'aventurer parce que je connais assez mal ces sujets, mais ils sont assez peu de traites impliquant des victimes mineures en matière d'exploitation par le travail. Et effectivement, un des sujets, en revanche, où il y a beaucoup de mineurs, c'est la contrainte à commettre des délits, mais je pense que mon collègue sera plus à même de vous en parler, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'office central qui ait ce sujet dans son champ de compétences. Donc ce sont des services territoriaux qui travaillent ponctuellement sur des dossiers de ce type. Oui, la BPM est un service pluriel, effectivement, puisque à côté du groupe de lutte contre le proxénétisme des mineurs, nous avons un groupe de lutte contre la traite des êtres humains, des mineurs en l'occurrence. Ça porte essentiellement sur des milieux communautaires, étrangers, beaucoup de Bosniaques, de Roms, enfin des populations roms roumaines, à la marge des MNA. Alors, tout à fait, c'est la plupart du temps à destination de commettre des vols ou des cambriolages, ou parfois de la vente. Je pense particulièrement aux MNA qui sont parfois utilisés pour la vente de tabac de contrefaçon. Voilà, oui, on traite ce genre de dossier au sein de la brigade. On a un groupe de 7 enquêteurs qui ne fait que ça. Ce sont généralement des gros dossiers, hein. On n'a pas un nombre important d'affaires, on en traite une douzaine par an. Ce sont souvent des gros dossiers qui sont menés par la JIRS de Paris, puisque ça dépasse le cadre de Paris à proprement dit. Ce sont des dossiers qui nous amènent souvent en province, voire à l'étranger. Mais on travaille dessus, oui. J'avais Madame Piron. Oui, donc pour revenir un petit peu sur le sujet de la prostitution, donc on a bien compris que ce n'était pas des gros réseaux de proxénétisme et que c'était beaucoup plus, en fin de compte, une problématique de jeunes filles qui vendaient elles-mêmes leur corps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que vous êtes prévenu ou alerté parfois par la famille, l'environnement ou des voisins? Est-ce qu'il y a aussi des brigades qui cherchent sur le net, puisqu'elles se vendent sur Internet, qui a essayé de répondre à des petites annonces ou de convoquer, ou en faisant elles-mêmes leurs recherches sur Internet, en comparant peut-être un âge affiché avec des logiciels qui permettent aujourd'hui de donner un âge sur un visage pour essayer de trouver ces victimes, alors même si après il n'y a pas de pénalisation, mais au moins pour faire la sensibilisation. Alors c'est peut-être pas dans la police, c'est peut-être certaines associations, je ne sais pas. Ce dont vous parlez, ouais, on en fait parfois, c'est de l'enquête sous pseudo, mais c'est compliqué, hein, d'abord parce qu'il faut du temps pour ça, que ça ne donne pas toujours des effets. C'est du temps qu'on ne passe pas à autre chose. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne parle que de mon service. Les mineurs victimes, c'est devenu un contentieux de masse, hein, mais au-delà du proxénétisme des mineurs. Mon service prenait 600 affaires en 2019 pour près de 1800 à la fin 2024. Hein. Je suis généré, toute affaire confondue. Donc l'enquête sous pseudo, on en fait parfois, mais c'est compliqué. D'un point de vue pratique, par ailleurs, et pour ne parler que des mineurs, hein, la difficulté, c'est que déjà, il faut faire le tri entre les annonces de prostitution et celles derrière lesquelles il y a du proxénétisme. Et c'est pas facile, parce que je vous donnais les chiffres tout à l'heure. La quasi-totalité des annonces, en fait, ne cachent pas de proxénétisme. Bon, comme nous, on cherche du proxénétisme, on est à peu près sûr de tomber sur un dossier qui ne va pas nous intéresser. Bon.
Et puis, il faut savoir si elles sont mineures. Alors, effectivement, comme je vous l'indiquais, on a une forte suspicion. Quand on voit une annonce, vous allez sur des sites comme Ou-Annonce, il y en a autant que le pape en bénit. D'abord, ce ne sont pas des annonces qui affichent un caractère mercantile, même si on s'en doute. Donc, déjà, il faut faire un tri là-dessus. Toutes celles qui sont très jeunes, 18, 19 ans, on peut se dire qu'elles sont mineures, mais il faut encore le déterminer. Vous parliez de visage, mais il n'y a pas de visage sur les annonces. On a souvent que des corps. Donc en fait c'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Quant aux associations, alors, je ne sais pas si c'est exactement le sens de votre question, mais on a des associations qui parfois s'improvisent, parfois pour essayer de piéger des pédophiles, pour essayer de piéger des clients. Bon, moi je suis pas super fan parce que derrière ça, on a quand même en droit, on a des procédures pénales à tenir. Et quand c'est mal monté, ça tient pas la route. Parce que, et fort heureusement, il y a une différence majeure entre l'enquête sous pseudo et la provocation policière, parce qu'il ne faut pas provoquer non plus l'infraction. Donc, donner rendez-vous à quelqu'un, ça peut tourner à la provocation, et ça ne tient pas juridiquement. Donc, voilà. Donc, ce que vous proposez, on le fait parfois, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et puis, de toute façon, vu la masse de prostitution, ce serait qu'une goutte d'eau, quand même. Merci. Sans polémiquer et pour bien comprendre, si je comprends bien, vos services sont moins sur la prostitution des mineurs que sur la recherche de proxénétisme. Clairement, la police judiciaire ne travaille que sur le proxénétisme, pas sur la prostitution qui, comme je vous l'ai indiqué, mais vous le savez, est interdite mais pas réprimée. Donc de toute façon, ça sort du champ pénal. C'est pour ça que je vous parlais de répression, parce que ce ne serait pas la PJ mais les commissariats, mais au moins on serait dans un champ pénal. Aujourd'hui, c'est même pas un champ pénal, la prostitution. Une prostituée n'est pas réprimée, donc elle n'est pas concernée par la loi pénale. Voilà. Il n'y a que les clients qui le sont. Les clients, c'est pas la PJ qui travaille dessus, vous imaginez bien qu'on n'a pas le temps. La PJ sont des services spécialisés, et plus encore les offices centraux, les brigades centrales, qui sont à la pointe de leur matière. Donc non, on ne travaille pas sur les clients. On travaille parfois sur les clients dans nos dossiers lorsque c'est nécessaire. J'ai en tête une affaire, on parlait tout à l'heure de cette petite de 11 ans. Bon, on a ramassé quelques clients parce qu'ils ne peuvent pas nier qu'ils savaient qu'elle était très jeune. Les autres clients vous disent mais oui mais moi je savais pas qu'elle était mineure, pour moi elle était majeure et elle avait 17 ans et je m'en suis pas rendu compte. Il y a un élément moral dans l'infraction aussi qu'il faut déterminer et puis on n'a pas le temps. Donc je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être intéressant, j'ai probablement pas été assez clair. La difficulté dans cette matière, c'est que elle est réellement invisible dans le sens où l'APJ ne peut pas travailler sur les clients, travaille déjà sur les proxénètes mais c'est epsilon. Et les prostituées elles-mêmes ne sont pas réprimées. Donc en fait, tout ça, c'est invisible. Comment vous voulez que les clients soient réprimés par les commissariats alors que tout se passe sur Internet et qu'ils n'en ont pas connaissance? Et comme les annonces elles-mêmes sont vaporeuses parce qu'il ne s'agit pas de mineurs, on ne sait pas si elles le sont. Donc en fait, tout ça se passe sous l'eau. En clair et très clairement, un client aujourd'hui de prostituée, alors qu'avant il risquait de se faire contrôler rue Saint-Denis ou dans le bois de Boulogne, n'a quasiment aucun risque de se faire rattraper. Quasiment aucun risque. Et a fortiori pour des mineurs. C'est ça le problème. Et du coup, l'OFMIN, qui est spécialisé sur le numérique, vous n'êtes pas là-dessus? Alors en fait, l'OFMIN ne travaille pas sur la prostitution lors de la... Oui, alors en fait, la difficulté qu'il y a eu quand l'OFMIN a été créé, c'est que pour la première fois, on a créé un office central qui était non plus déterminé ou dont le champ de compétences n'était plus déterminé par un champ infractionnel, contrairement à ce qui a toujours été le cas pour les offices précédemment créés, mais dont le champ de compétences est tourné vers une catégorie de victimes. Il a donc fallu, pendant le temps de préfiguration de cet office, déterminer exactement sur quoi il allait travailler pour que ça n'interfère pas avec les champs de compétences des autres offices, ou en tout cas se répartir les missions. L'office mineur a été créé en réalité sur la base de ce qui était déjà travaillé, ou des dossiers qui étaient déjà travaillés par le groupe central des mineurs victimes qui appartenait précédemment à un autre office central qui s'appelle l'OCRVP, donc l'Office central pour la répression des violences aux personnes.
et qui s'était spécialisé en matière de pédocriminalité en ligne et de délinquance sexuelle itinérante. L'objet de la création de l'OFMIN, ça a été d'élargir ce champ de compétences, de mieux travailler sur les violences commises contre les enfants, mais il y a eu une réflexion pour savoir si cet office allait également être compétent pour ce qui était du proxénétisme et de la traite des mineurs. Et le choix était fait, pour ce qui concerne le proxénétisme et la traite à des fins d'exploitation sexuelle, de le laisser dans le champ de compétences de l'OCRET, parce que c'était d'une part plus cohérent pour le traitement de la matière, d'autre part on a des victimes qui sont exploitées parfois mineures, mais aussi il peut y avoir évidemment une continuité d'activité au passage de la majorité. On a des dossiers où les victimes exploitées sont pour certaines majeures, d'autres mineures, et on ne sait pas toujours parfaitement au moment où on commence à travailler sur un dossier quel va être l'âge des victimes. Et enfin, il y avait une question aussi de mode de travail, de techniques d'enquête à mettre en œuvre et de mode opératoire des auteurs sur lesquels on travaille, qui a aussi présidé, enfin, qui a aussi justifié ce choix. Même si on est, comme on l'a dit, sur des structures criminelles beaucoup plus réduites, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus éphémères que dans la traite de majeurs, et notamment dans le cadre des organisations criminelles d'origine étrangère qui sont en général beaucoup plus structurées. On travaille quand même avec des infractions qui sont celles de la criminalité organisée, qui justifient la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête qui sont du coup dédiées à ces formes de criminalité. Et donc le travail des enquêteurs de l'OFMIN ne ressemble en réalité, dans la majorité des cas, pas du tout à celui qui est mis en œuvre par les groupes qui travaillent sur le proxénétisme. Donc l'OFMIN ne travaille pas sur ces questions. Alors il travaille sur la pédocriminalité en ligne, effectivement, sur la pédocriminalité d'ailleurs de façon générale. Ils peuvent être amenés à détecter certaines situations. Donc on a des échanges entre offices quand les enquêteurs sont amenés à détecter des situations qui peuvent paraître en réalité du champ de compétences de l'autre service. On est basé dans les mêmes locaux, on se connaît bien et on a l'habitude de travailler ensemble. Mais voilà, les champs de compétences sont en réalité distincts. Et quand ils travaillent sur la pédocriminalité en ligne, en fait, ils mettent en œuvre des façons de travailler qui permettent de travailler en réalité sur la base des images qui sont diffusées, donc vraiment sur la diffusion d'une image pédopornographique. Et sur cette base, ils vont être amenés ensuite à essayer d'identifier les victimes puis les auteurs. Et en réalité, à la fin, dans la plupart de ces dossiers, on est en réalité face à une criminalité qui est celle de la délinquance de droit commun. Hein. On n'est pas dans de la criminalité organisée, on est en général face à des violences sexuelles qui sont exercées, comme c'est le cas dans les dossiers habituels de violences sexuelles contre les mineurs, donc au sein de la cellule familiale ou par une personne ayant autorité. Enfin, dans la plupart des cas, on est dans ce cadre-là. Et puis, il y a aussi une question d'âge des victimes, en fait. On n'est pas du tout sur l'OFMIN va travailler en réalité sur ces dossiers de pédocriminalité, sur des dossiers où les victimes sont en général prépubères, en réalité. Alors que dans les dossiers de proxénétisme, on n'a pas de victimes prépubères. C'est pas ce que recherchent les clients. Ou alors, du coup, on est vraiment, là, plus du tout sur quelque chose qui peut être caractérisé de prostitution. On est vraiment clairement, même si la loi devrait le considérer dès que les victimes ont moins de 15 ans, mais on est beaucoup plus clairement dans du viol sur mineur de façon plus classique, entre guillemets. Ok, merci. Juste, est-ce que vous êtes en lien avec tout ce qui est protection d'enfance, vu qu'on sait qu'ils vont souvent les chercher sur les établissements ou pas ? Oui, en pratique, la BPM, que je vous disais, c'est un service pluriel. Moi, j'ai 13 groupes, dont à peu près la moitié travaillent sur de l'intrafamilial, le reste sur ce qui se passe en dehors de la cellule familiale ou institutionnelle. Et de manière transversale, on a très fréquemment affaire à ces associations, mais qui viennent souvent plutôt en support des victimes qu'en signalement, quoi. Vous parlez de l'ASE essentiellement ? Oui.
Ah, mais oui, les ASE, bien sûr. Ouais. Bon, les ASE, oui, ils font des signalements, s'occupent des placements. Et, on a des contacts quotidiens avec eux. On prend aussi, c'est une particularité, mais la BPM s'occupe des fugues à Paris aussi. Donc on prend 25 000 fugues à peu près par an. Ouais, c'est beaucoup. Oui, mais il y en a qui redoublent, hein, donc ça fait pas 25 000 enfants. Hein. Mais voilà, donc on a des contacts réguliers avec les ASE. Oui, juste au niveau central, puisque nous, on essaye, au-delà des partenariats qui peuvent exister au niveau territorial entre les services d'enquête et les acteurs locaux sur ces sujets, nous essayons aussi de développer des partenariats au niveau national. Il y a une vraie difficulté pour nous. En fait, l'aide sociale à l'enfance est un partenaire qu'on aimerait bien associer, notamment à notre plan d'action, et puis travailler avec eux. Mais en réalité, l'organisation même de l'ASE ne nous permet pas vraiment d'avoir un interlocuteur au niveau central qui puisse avoir un impact ou qui puisse être le relais ou qui puisse être pour nous en tout cas un relais efficace vis-à-vis des structures qui sont toutes départementalisées. Donc ça, c'est effectivement une difficulté. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres collègues ou c'est tout bon pour vous? Est-ce que j'allais finir. Est-ce qu'il y a un point qui vous embête législativement ou quoi que ce soit sur lequel il faudrait nous alerter? Est-ce que c'est quand même le but dans votre travail de tous les jours pour lutter contre ces fléaux, j'allais dire? Je me permets de rebondir sur la question de votre collègue tout à l'heure sur les bases de données. C'est une réflexion qui n'est pas du tout aboutie à ce stade, mais nous nous interrogeons actuellement notamment sur la question de la possibilité de recueillir ou d'obliger à la fois les hôteliers, mais aussi les hôtes qui mettent à disposition leur logement sur des plateformes en ligne, les obliger à recueillir l'identité, les pièces d'identité des personnes qui occupent les logements. Alors, c'est pas forcément très simple à mettre en œuvre, mais il y a des pays européens où, à partir du moment où on va à l'hôtel, on est obligé de fournir un document d'identité et les forces de l'ordre ont accès à la base de données. C'est le cas en Espagne, par exemple. Nous avons été interrogés récemment par la Grèce sur justement les règles qui existent en France sur ces sujets. Donc il y a une réflexion peut-être européenne en cours sur ces questions-là, et notamment pour peut-être faire évoluer les règles, y compris pour les occupants des logements mis en ligne. Oui, rien à voir du tout avec la prostitution, mais vous parliez d'évolution législative. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de faire évoluer la loi sur ce qu'on considère comme le viol à distance. On a beaucoup de nos affaires, j'ai un groupe internet qui travaille sur tout ce qui se passe par le truchement de ces réseaux, notamment les sextorsions sur les plus jeunes, et prosaïquement des pervers qui obligent des gamines à s'introduire des objets, quoi, hein. Donc aujourd'hui, c'est pas qualifié de viol, pourtant le traumatisme il est là, et dans certains pays c'est le cas, donc peut-être qu'il faudrait envisager ça en France. Je me permets d'ailleurs de rebondir sur les propos de mon collègue parce que vous m'avez demandé tout à l'heure quelle était la qualification juridique qui permettait de réprimer le camming, en tout cas l'incitation au camming d'une personne mineure. En fait, c'est la loi du 21 avril 2021 qui a introduit dans la loi pénale française la répression du fait pour un adulte d'inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet. Mais effectivement, sans les qualifier de viol, puisqu'elle est punie de 7 ans pour les mineurs entre 15 et 18 ans et de 10 ans si la victime a moins de 15 ans. Non, mais là, vous soulevez un point que je me suis posé encore tout à l'heure. C'est à partir du moment où il y a de l'argent, c'est de la prostitution. Mais on a aussi la loi qui dit que tout acte sexuel avec une différence d'âge doit être considéré comme un viol pour les moins de 15 ans. Donc là, on est quand même, à mon avis, dans un truc
où il y a quelque chose, à mon avis, à caler, parce que on est entre deux, et voilà, je pense que là, il y a une réflexion quand même à avoir, parce que pour moi, je suis assez étonnée que, parce qu'il peut y avoir, on dit il y a eu de l'argent, donc du coup, ça serait pas un viol, mais on dit quand même que c'est des enfants en danger, et qu'en moins de 15 ans, normalement, ils n'ont pas la légitimité de dire s'ils peuvent faire ou pas. Donc, ça, à mon avis, effectivement, il y a des choses à essayer de faire bouger sur tout ça. Mais tant qu'on y est, là, si vous me permettez, une réflexion encore personnelle, mais à la lumière de mon expérience à la BPM, j'avoue être un peu étonné avec le recul de cette différence dont je comprends les origines, mais de plus et moins de 15 ans. Un mineur, c'est un mineur. Quand vous avez un adulte de 60 ans ou 55 ans ou 50 ans qui profite d'une gamine de 16 ans, moi je veux bien qu'on explique aux parents qu'il a le droit parce que la gosse était d'accord, mais elle est mineure. Il y a certains pays où vous êtes mineur ou majeur, point barre, quoi. Alors, ça, c'était prévu notamment pour éviter qu'un gosse de 18 ans se fasse poursuivre parce qu'il avait une relation avec une gamine de 16 ans. Mais on peut peut-être envisager une fourchette d'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Que quand il y a une différence de 2-3 ans entre les personnes, ça passe. Mais pour moi, un mineur, c'est un mineur. Il y a des gamines de 17 ans qui sont fragiles et vulnérables. Et pour le peu qu'elles n'aient pas verbalisé de non-consentement, il n'y a pas de viol. Et l'autre sujet, c'est peut-être la question de la poursuite des clients. Effectivement, aujourd'hui, la loi prévoit que du coup, la relation sexuelle tarifée avec une mineure de moins de 15 ans est un viol. La mise en œuvre de cette disposition est plus complexe, mais en tout cas, pour les moins de 15 ans, c'est assez clair. En revanche, le recours à l'acte sexuel tarifé pour les mineurs entre 15 et 18 ans donc, est un délit, contrairement à la contravention qui existe pour les personnes majeures. Pour autant, il y a une vraie difficulté de mise en œuvre aujourd'hui de ces dispositions, au-delà de tout ce qu'on a dit sur la répression des clients et la difficulté de les identifier et ensuite de les poursuivre. En fait, nous nous retrouvons aussi confrontés à la difficulté d'être obligés de prouver dans les dossiers que le client avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer que la personne en situation de prostitution était mineure. Et ça, c'est une vraie difficulté juridique. Alors, il y a de la jurisprudence qui porte sur la question de l'apparence et que, bon, il y a un certain nombre de dispositions qui devraient permettre d'aller au-delà de ne pas être obligé d'apporter cette preuve. Mais dans la pratique, on nous demande de prouver par rapport à la preuve de l'élément moral, effectivement. Et donc, moi, je m'interroge aussi, je ne sais pas si c'est faisable juridiquement, mais sur la question d'un renversement de la charge de la preuve en la matière. Merci beaucoup, très intéressant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a même plusieurs âges de minorité. Oui. Les lois. Ah, c'est clair. Il me semble que dans une loi, il y avait une notion. Vas-y, reprends le micro. Une notion d'écart entre l'auteur et la victime. Oui. Oui, c'est dans cette fameuse loi où on a les 5 ans entre l'adulte et pour les plus de 15 ans. C'est exactement ça, c'est la loi, comme on dit, la clause Roméo et Juliette, portée au banc la dernière fois. Merci beaucoup. Merci surtout pour le travail que vous faites chaque jour. Et on a encore pas mal de travail pour essayer de venir à bout de tout ça. Et j'espère que les enseignements à l'école sur la vie affective et sexuelle vont réduire. À un moment, j'espère y croire. Sinon, en tout cas, je pense que vous avez raison. Il faut que ça passe quand même par une sensibilisation au départ. Oui, je sais. Mais ça devrait bouger. Maintenant, ça va être au programme. Donc, on espère que ça va bouger. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci pour ce que vous faites. Et juste, chers collègues, avant de clôturer, on avait lancé un appel à candidature pour relancer le groupe de travail sur les enfants de retour de la zone syrienne. Donc, j'ai 2 candidatures que je vais donc retenir, celle de M. Bonnet et celle de Mme Hervieux, avec lesquelles je travaillerai, puisque j'étais déjà là sur le premier. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.